L'islam fait désormais partie de l'avenir de l'Espagne et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Permettez-moi de vous ramener au 11 mars 2024, juste un autre lundi à Madrid. Le gouvernement SICH, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, a discrètement approuvé un nouvel accord bilatéral avec le Maroc. En apparence, il ne s'agissait que d'une simple facilitation diplomatique du commerce, de la sécurité des frontières et du contrôle des migrations. Le communiqué évoque des « échanges culturels » et des « liens historiques partagés ». Les grands médias, comme à leur habitude, sont passés à autre chose dans les 48 heures. Mais si l'on sait où chercher, et j'ai passé les 3 dernières décennies à étudier comment des gestes diplomatiques apparemment mineurs remodèlent des nations entières, c'était tout sauf routinier. Parce que l'article 7 de cet accord contenait un engagement à renforcer la visibilité du patrimoine islamique dans les institutions éducatives et culturelles espagnoles. Ce n'est pas seulement une ligne dans un traité. Il s'agit d'un changement structurel dans la façon dont l'Espagne se définit. Et personne à Bruxelles, à Washington ou même à Madrid ne traite cette question avec la gravité qu'elle mérite. Maintenant, je ne suis pas du genre alarmiste. J'ai conseillé les gouvernements, informé les agences de renseignement et rédigé plus de notes classifiées que je ne m'en souviens. Mais lorsqu'un pays d'Europe occidentale avec une histoire aussi chargée que celle de l'Espagne commence à intégrer formellement l'islam dans son identité nationale non pas comme une minorité tolérée, mais comme un élément constitutif de son avenir, nous devons le faire. Et pourquoi personne ne fait le lien entre les points ? Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez l'histoire que le gouvernement SICH vend raconte que l'Espagne est une démocratie moderne et pluraliste. Elle compte la 2e plus grande population musulmane d'Europe occidentale après la France, soit environ 2,5 millions, soit environ 5% de la population. La plupart sont des immigrés marocains ou leurs descendants, mais on constate également un nombre croissant de convertis, notamment parmi les jeunes siars désillusionnés par l'Église catholique. Le gouvernement considère cela comme une évolution naturelle. L'Espagne a été un territoire à majorité musulmane pendant près de 800 ans, vous rappelleront-ils. Al-Andalus fait partie de notre ADN. C'est juste l'histoire qui nous rattrape. Les données semblent soutenir le récit. Une étude de Pew Research de 2023 a révélé que 68% des siars pensent que l'islam est compatible avec les valeurs SICH, soit un pourcentage plus élevé qu'en France ou en Allemagne. L'administration Sánchez s'est prononcée en faveur d'un patriotisme inclusif, arguant que l'avenir de l'Espagne réside dans l'adhésion à son passé multiculturel. Il souligne le nombre croissant d'entreprises certifiées halal, l'action de la finance islamique et même la restauration de mosquées comme la grande mosquée de Cordoue comme symbole de cette nouvelle Espagne. L'UE, pour sa part, encourage discrètement ce changement. Bruxelles considère l'Espagne comme un test pour un multiculturalisme géré, une manière de prouver que l'Europe peut intégrer l'islam sans les fractures sociales observées en France ou les réactions négatives de l'extrême droite aux Pays-Bas. La Commission européenne a même financé des programmes comme Al-Andalus 2.0, qui promeut le dialogue interreligieux et positionne l'Espagne comme un pont entre l'Europe et le monde musulman. Et puis il y a le Maroc. Le gouvernement SICH insiste sur le fait que ses relations avec Rabat portent uniquement sur le contrôle des migrations, la sécurité énergétique et la lutte contre le terrorisme. Le Maroc, après tout, est la porte d'entrée de l'Espagne vers l'Afrique, et avec l'instabilité de l'Algérie, Rabat est le seul partenaire stable qui reste au Maghreb. La ligne officielle est que l'Espagne se comporte simplement comme un voisin responsable. Mais voici le problème. C'est une demi-vérité soigneusement organisée. Et comme toutes les demi-vérités, elle obscurcit bien plus qu'elle ne révèle. Déconstruire ce qui est caché, ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le gouvernement SICH affirme que les musulmans représentent 5% de la population. C'est vrai, si l'on ne compte que les résidents légaux. Mais si l'on inclut les migrants sans papier, le chiffre réel est probablement plus proche de 8 à 10%. Et voici ce chiffre qui augmente à un rythme sans précédent. L'Espagne est désormais la première destination des migrants marocains en Europe, dépassant même la France. Rien qu'en 2023, plus de 150 000 Marocains sont entrés en Espagne, dont beaucoup via Ceuta et Melilla, les 2 enclaves SICH en Afrique du Nord que le Maroc convoite depuis longtemps. Maintenant, pourquoi le Maroc serait-il si désireux d'exporter sa population vers l'Espagne ? Il ne s'agit pas seulement des envois de fonds. Il s'agit d'un levier démographique.
Le Maroc a une stratégie à long terme consistant à utiliser sa diaspora comme outil politique. Nous l'avons vu en 2021, lorsque Rabat a utilisé la migration comme arme pour faire pression sur l'Espagne afin qu'elle reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le message était le suivant: si vous ne jouez pas au ballon, nous pouvons inonder vos frontières. Et l'Espagne a joué au ballon. En mars 2022, Sánchez a mis fin à des décennies de neutralité de Siche sur le Sahara occidental, en approuvant le plan d'autonomie du Maroc. La contrepartie ? Le Maroc a accepté d'endiguer le flux de migrants. Mais voici le problème avec les quid pro. Ce ne sont jamais des offres ponctuelles. Ils créent des dépendances. Et maintenant, l'Espagne est enfermée dans une relation dans laquelle chaque décision politique majeure de l'énergie à la défense doit être approuvée avec Rabat. Ensuite, il y a l'angle de l'intégration culturelle. Le gouvernement siche insiste sur le fait que l'islam est intégré, harmonieusement, dans la société siche. Mais si vous regardez les petits caractères de ces accords bilatéraux, vous verrez quelque chose de bien plus délibéré. L'accord de 2024 ne promeut pas seulement les échanges culturels, il impose l'inclusion de l'histoire islamique dans les programmes scolaires, l'interdiction de la nourriture halal dans les institutions publiques et même la création de conseils d'arbitrage islamique pour les conflits familiaux. Ce n'est pas du multiculturalisme. C'est un accommodement institutionnel. Et cela ne se produit pas seulement en Espagne. Partout en Europe, nous assistons à une normalisation discrète mais systématique des normes juridiques et culturelles islamiques. En Belgique, les repas halal sont désormais la norme dans certaines prisons. En Suède, certaines municipalités autorisent les lois islamiques sur l'héritage à prévaloir sur le code civil. Au Royaume-Uni, les conseils de la charia fonctionnent avec une reconnaissance de facto. Ce n'est pas une question de tolérance. Il s'agit d'une capitulation juridictionnelle et l'Espagne est le dernier front en date dans cette lente capitulation. Mais pourquoi l'Espagne ? Pourquoi maintenant ? La réponse réside dans la géopolitique. La géopolitique. Pourquoi l'Espagne compte plus que vous ne le pensez. Laissez-moi vous dire quelque chose dont très peu d'analystes parlent. L'Espagne est le nouveau champ de bataille dans la compétition d'influence entre les États-Unis, la Chine et la Russie en Méditerranée. Et c'est l'islam qui est le levier actionné. Tout d'abord, le point de vue américain. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Espagne comme un allié clé de l'OTAN, une démocratie stable et une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord. Mais l'influence de Washington à Madrid diminue. Le gouvernement de Sánchez a ouvertement critiqué la politique américaine au Moyen-Orient, en particulier concernant Israël et la Palestine. En 2023, l'Espagne a reconnu un État palestinien, une décision qui a rendu furieux l'administration Biden. Et puis il y a la question énergétique. L'Espagne est le plus grand importateur européen de gaz naturel liquéfié américain, mais elle approfondit également ses liens avec l'Algérie, qui s'aligne de plus en plus sur la Russie. Les États-Unis n'aiment pas ça. Ils veulent que l'Espagne adhère fermement au camp occidental. Alors, comment reprendre le contrôle d'un allié capricieux ? Vous jouez la carte de l'islam. Les États-Unis utilisent depuis longtemps les minorités religieuses et ethniques comme outil géopolitique. Pensez aux Kurdes en Irak, aux tribus sunnites en Syrie ou aux Ouïghours en Chine. En Espagne, la communauté musulmane constitue un moyen de pression idéal. Les États-Unis peuvent se présenter comme les défenseurs de l'islam modéré, contre le nationalisme d'extrême droite siche et le radicalisme marocain. Et si l'Espagne résistait ? Eh bien, les États-Unis ont des moyens de rendre la vie difficile, sanctions commerciales, fuite de renseignements, voire menaces de marginalisation de l'OTAN. Ensuite, il y a la Chine. Pékin a discrètement étendu son influence en Espagne à travers l'initiative, la ceinture et la route. Les Chinois contrôlent désormais les infrastructures critiques, des ports de Valence et d'Al-Jazeera au réseau 5G. Mais le véritable jeu de la Chine est culturel. Il finance les instituts Confucius dans les universités de Siche, promeut le mandarin dans les écoles et, surtout, se positionne comme une alternative neutre à l'hégémonie occidentale. Et devinez qui est réceptif à ce message ? La population musulmane croissante en Espagne. De nombreux immigrés marocains voient la Chine comme un contrepoids à la domination occidentale, notamment sur des questions comme la Palestine. Pékin le sait. Et il l'exploite. La Russie,
quant à elle, joue le jeu sur le long terme. Moscou n'a pas le même levier économique que la Chine, mais elle dispose de réseaux de désinformation comparables. Les fermes de trolls russes ont amplifié le sentiment anti-musulman en Espagne, non pas parce qu'elles se soucient de l'islamophobie, mais parce qu'elles veulent déstabiliser le pays. Plus l'Espagne se divise selon des critères religieux, plus elle s'affaiblit en tant qu'alliée de l'OTAN. Et plus l'Espagne est faible, plus il est facile pour la Russie de projeter sa puissance en Méditerranée. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Le véritable pouvoir dans tout cela n'est pas Washington, Pékin ou Moscou. C'est Rabat. Le Maroc a passé la dernière décennie à se positionner comme le partenaire arabe indispensable de l'Europe. C'est le seul pays d'Afrique du Nord à avoir conclu un accord de libre-échange avec l'UE. C'est un fournisseur majeur de phosphate et d'énergie renouvelable. Et son gouvernement est le plus stable de la région. Mais le véritable atout du Maroc réside dans sa capacité à contrôler les flux migratoires. Et l'Espagne est le starter pot. Le Maroc sait que l'Europe est terrifiée par une nouvelle crise migratoire comme celle de 2015. Et il utilise cette peur pour obtenir des concessions. L'accord bilatéral de 2024 ne concerne pas seulement la migration. Il s'agit de souveraineté. Le Maroc souhaite que l'Espagne reconnaisse ses revendications sur Ceuta et Melilla. Il veut le soutien de Sich pour sa politique au Sahara occidental. Et il veut avoir son mot à dire sur la manière dont l'islam est pratiqué en Espagne. En échange, le Maroc tiendra les migrants à distance. Mais ce n'est pas un partenariat. C'est un racket de protection. Et l'Espagne ? C'est piégé. Il ne peut pas se permettre de s'aliéner le Maroc, car l'alternative est le chaos à sa frontière sud. Mais chaque concession qu'il fait affaiblit sa propre souveraineté. C'est un cas classique d'expansion impériale sauf que dans ce cas, l'Empire n'est pas l'Espagne. C'est l'Europe. Militaire et stratégique, les risques invisibles. Parlons maintenant de la dimension militaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de culture ou de démographie. Il s'agit de puissance dure. L'Espagne abrite certaines des installations militaires les plus critiques de l'OTAN. La base navale de Rota abrite 4 destroyers américains Aegis, essentiels à la défense antimissiles européenne. La base aérienne de Morón est un site d'opération avancé pour le commandement américain pour l'Afrique. Et la base aérienne de Torrejón est une plaque tournante majeure pour le flanc sud de l'OTAN. Ce ne sont pas seulement des bases. Ce sont des fils-pièges. Si l'Espagne devait quitter l'OTAN ou même simplement réduire sa coopération, l'ensemble de l'architecture de défense de l'Europe du Sud s'effondrerait. Et c'est exactement ce que veut le Maroc. Rabat a fait pression pour que l'Espagne réduise sa présence militaire à Ceuta et Melilla, arguant que les enclaves sont des « territoires occupés ». Le gouvernement Sich a refusé jusqu'à présent. Mais chaque fois que l'Espagne fait une concession sur la politique migratoire ou culturelle, elle encourage le Maroc à pousser plus fort. Et si l'Espagne se retirait un jour des enclaves, ce serait un séisme géopolitique. Le flanc sud de l'OTAN serait exposé et le Maroc deviendrait la puissance dominante de la Méditerranée occidentale. Ensuite, il y a l'aspect terrorisme. L'Espagne a déjà été une cible. Rappelez-vous les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes. Les services de renseignement de Sich ont fait un travail admirable pour empêcher une autre attaque majeure. Mais le risque augmente. La province du Khorasan, de l'État islamique recrute activement en Espagne, en particulier parmi la jeunesse marocaine mécontente. Et avec le retour des talibans en Afghanistan, la menace djihadiste résurgit. Le gouvernement Sich insiste sur le fait que l'intégration de l'islam réduira la radicalisation. Mais les données ne le soutiennent pas. En fait, les pays ayant les politiques les plus inclusives, comme la Belgique et la Suède, affichent des taux de recrutement djihadiste parmi les plus élevés d'Europe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous institutionnalisez l'islam sans répondre aux griefs sous-jacents, marginalisation économique, aliénation culturelle, double standard en matière de politique étrangère, vous créez un terrain fertile pour l'extrémisme. Et n'oublions pas l'autre instabilité interne militaire. L'Espagne est déjà l'un des pays politiquement les plus polarisés d'Europe. Le parti d'extrême droite Vox gagne du terrain en attisant le sentiment anti-musulman. La gauche, quant à elle, fait pression pour des accommodements toujours plus importants. Si cette tendance se poursuit,
l'Espagne pourrait connaître le type de fractures sociales qui ont conduit aux guerres yougoslaves. Et dans un pays avec un passé de guerre civile, ce n'est pas un risque que quiconque devrait prendre à la légère. La politique intérieure. Pourquoi Sánchez joue avec le feu? Alors pourquoi le gouvernement Sich poursuit-il cette politique? La réponse, comme toujours, est politique. Pedro Sánchez est un homme qui lutte pour sa survie politique. Son parti socialiste connaît une hémorragie de soutien à la droite. Les élections de 2023 ont été un désastre et Sánchez ne s'est accroché au pouvoir qu'en formant une coalition avec le parti d'extrême gauche Sumar et les séparatistes catalans et basques. Cette coalition est fragile. Les séparatistes veulent plus d'autonomie. Sumar souhaite davantage de dépenses sociales. Et la base ouvrière traditionnelle du PSOE fait défection vers Vox. La solution de Sánchez? Diviser et conquérir. En se positionnant comme le champion du multiculturalisme, il espère éliminer le vote urbain et progressiste de Sumar tout en décrivant Vox comme la « vraie menace » pour la démocratie de Sich. Il s'agit d'une politique identitaire classique de la gauche pour détourner l'attention des échecs économiques. Mais voici le message, ça ne marche pas. Plus Sánchez s'adapte à l'islam, plus Vox grandit. Et plus Vox grandit, plus Sánchez double la mise. C'est une boucle de rétroaction. Et le peuple Sich est pris entre deux feux. Ensuite, il y a l'autre foyer, l'Église catholique. L'Espagne est encore, nominalement, un pays catholique. Mais l'influence de l'Église diminue depuis des décennies. En 2023, seuls 18% des Siares assistaient régulièrement à la messe. L'Église sait qu'elle est en train de perdre la guerre culturelle. Et il s'agit de riposter, non pas avec la théologie, mais avec la politique. L'Église a discrètement financé Vox et d'autres groupes de droite, présentant le débat comme un affrontement entre le christianisme et l'islam. C'est dangereux. Parce que lorsque vous réduisez une question géopolitique complexe à une question binaire religieuse, vous créez une prophétie autoréalisatrice. On ne radicalise pas seulement la droite. Vous radicalisez la gauche. Et vous créez les conditions d'un véritable affrontement, non pas entre les religions, mais entre les visions de ce que devrait être l'Espagne. Scénario. Que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela mène-t-il? Passons en revue les possibilités. Scénario 1. Le fantasme du multiculturalisme géré. Dans ce meilleur des cas, l'Espagne réussit à intégrer sa population musulmane sans bouleversement social majeur. Le gouvernement poursuit sa politique actuelle d'accommodement progressif, abandonnant les normes culturelles et juridiques islamiques tout en maintenant une gouvernance laïque. L'UE apporte un soutien financier et le Maroc contrôle la migration. L'Espagne devient un modèle de l'islam européen, et les États-Unis, la Chine et la Russie acceptent tout cela comme le nouveau statu quo. Mais soyons réalistes. Ce scénario est un fantasme. Cela suppose que toutes les parties agiront de bonne foi. Cela suppose que le Maroc n'utilisera pas son influence pour obtenir de nouvelles concessions. Cela suppose que l'extrême droite n'exploitera pas la situation. Et surtout, cela suppose que l'islam en Espagne restera modéré, ce qui, compte tenu de la montée mondiale de l'islam politique, est un pari risqué. Scénario 2, la balkanisation au ralenti, c'est le résultat le plus probable. L'Espagne poursuit sa trajectoire actuelle, mais les tensions sociales deviennent trop importantes pour être ignorées. L'extrême droite accède au pouvoir lors des élections régionales, notamment en Andalousie et en Catalogne. La gauche répond par des accommodements toujours plus grands envers l'islam, aliénant encore davantage le centre. Le Maroc, sentant sa faiblesse, augmente ses exigences, d'abord en matière de migration, puis en matière de souveraineté. Les États-Unis et l'UE tentent de jouer un rôle de médiateur, mais leur influence est limitée. L'Espagne devient de facto un État client du Maroc, avec sa politique étrangère dictée par Rabat. Ce n'est pas un effondrement. C'est un creux. L'Espagne reste une démocratie, mais sa souveraineté est érodée. Son armée est limitée. Et son identité culturelle devient un champ de bataille. C'est la Belgique, mais avec des enjeux plus élevés. Scénario 3, le scénario du cauchemar. Dans ce scénario du pire, les tensions débordent. Une attaque terroriste majeure, qu'elle soit menée par des djihadistes ou des extrémistes d'extrême droite, déclenche une vague de violence.
Le gouvernement déclare l'état d'urgence. L'armée est déployée pour rétablir l'ordre. Le Maroc saisit l'occasion pour pousser à l'annexion de Ceuta et Melilla. Les États-Unis, distraits par d'autres crises, ne font rien. L'UE se fracture. L'Espagne devient un État en faillite, sauf le nom. Ce n'est pas inévitable. Mais ce n'est pas impossible. Et plus l'Espagne sombre dans cet avenir, plus il devient probable. Grande stratégie: le déclin de l'Occident et la montée du reste. Maintenant, sortons. Parce que ce qui se passe en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit de la crise plus large de la puissance occidentale. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis et leurs alliés ont agi sous l'hypothèse d'une hégémonie libérale, l'idée selon laquelle l'Occident peut et doit remodeler le monde à sa propre image. Mais ce projet échoue. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, il ne s'agissait pas seulement de défaites militaires. Ce furent des défaites idéologiques. Ils ont prouvé que l'Occident n'a pas les réponses. Et maintenant, le reste du monde nous bluffe. L'Espagne est un microcosme de cet échec. Les États-Unis souhaitent que l'Espagne soit un allié fidèle à l'OTAN, mais ils n'ont pas les moyens de faire respecter cette loyauté. L'UE souhaite que l'Espagne soit une réussite multiculturelle, mais elle ne dispose pas des outils nécessaires pour y parvenir. Et l'Espagne elle-même est prise entre son passé et son avenir, entre son identité européenne et sa réalité nord-africaine. C'est ce qui arrive lorsque les empires déclinent. Ils perdent le contrôle de leur périphérie. Ils font des concessions pour entretenir l'illusion du pouvoir. Et ils se réveillent un jour pour découvrir que le monde a évolué sans eux. L'Espagne n'est pas Rome. Mais cela suit le même scénario. Et si nous n'apprenons pas de l'histoire, nous sommes condamnés à la répéter. Que faut-il faire? Une prescription réaliste alors quelle est l'alternative? Comment l'Espagne et l'Occident peuvent-ils éviter ce sort? Tout d'abord, arrêter l'hébergement. L'Espagne n'a pas besoin d'institutionnaliser l'islam pour devenir une société pluraliste. Il doit faire respecter ses lois laïques, défendre ses frontières et traiter tous les citoyens de manière égale en vertu de la Constitution. Cela signifie pas de conseil de la charia. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique intérieure, mais aussi de survie géopolitique. L'Espagne se situe au carrefour de 3 failles civilisationnelles, l'Europe, le Maghreb et l'Atlantique. Sa stabilité est une pierre angulaire du flanc sud de l'OTAN, de l'architecture de sécurité méditerranéenne de l'UE et de la capacité de l'Amérique à projeter sa puissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Si l'Espagne se fracture, c'est tout l'ordre sécuritaire occidental dans la région qui commence à s'effondrer. Et pourtant, personne à Bruxelles ou à Washington ne semble considérer cette situation comme une urgence stratégique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important en termes militaires. L'Espagne abrite 2 des bases navales les plus critiques de l'OTAN, la base navale de Rota, où les États-Unis stationnent des destroyers équipés d'Aegis pour la défense antimissiles et la projection de puissance en Méditerranée, et la base aérienne de Morón, un site d'opération avancé pour les forces de déploiement rapide. Ce ne sont pas seulement des points sur une carte, ils constituent l'épine dorsale de la capacité de l'Amérique à répondre aux crises au Moyen-Orient, de l'agression iranienne à l'action navale russe. Si l'Espagne devient un État défaillant ou même simplement un État profondément instable, ses bases deviennent un passif plutôt qu'un atout. Imaginez un scénario dans lequel un gouvernement siche, sous la pression de factions islamistes ou de mouvements séparatistes, exigerait le retrait des forces américaines. Ou pire, lorsque les bases elles-mêmes deviennent des cibles de sabotage ou d'infiltration. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est une réalité stratégique. Voilà qui est inconfortable. Les États-Unis ont déjà perdu un point d'ancrage méditerranéen en Turquie. Le pivotement d'Ankara vers Moscou et Pékin au cours de la dernière décennie a contraint Washington à rechercher des alternatives, et l'Espagne était le choix évident. Mais si l'Espagne suit le chemin de la Turquie en dérivant dans l'orbite des puissances non occidentales alors qu'elle est encore nominalement membre de l'OTAN, alors l'Alliance perd entièrement son flanc sud. La Méditerranée devient une zone contestée et non un lac occidental. Et c'est avant même d'envisager les implications pour l'Afrique du Nord, où le Maroc, l'Algérie et la Tunisie couvrent déjà leur pari entre l'Europe, le Golfe et la Chine. Certains diront que j'exagère la menace. L'Espagne n'est pas la Turquie, diront-ils. Ses institutions sont plus fortes, sa démocratie plus résiliente. Et ils n'ont pas tort,
du moins pas encore. Mais les institutions n'existent pas en vase clos. Leur force dépend des sociétés qui les soutiennent. Et à l'heure actuelle, la société espagnole est minée par les mêmes forces qui ont déstabilisé tant d'autres pays occidentaux en déclin démographique, en fragmentation culturelle et en perte d'un récit national unificateur. La différence est que la géographie de l'Espagne rend son effondrement bien plus dangereux. Considérez les chiffres. Le taux de fécondité de l'Espagne est inférieur au seuil de remplacement depuis les années 1980 et est aujourd'hui l'un des plus bas au monde, avec 1,19 naissances par femme. Ce n'est pas seulement un incident statistique, c'est une spirale de mort civilisationnelle. Pendant ce temps, sa population musulmane augmente à un rythme qui aurait été impensable il y a une génération. En 2000, les musulmans représentaient moins de 1% de la population espagnole. Aujourd'hui, ce chiffre est plus proche de 5%, et dans des villes comme Barcelone et Madrid, ce chiffre est déjà à 2 chiffres. Ce n'est pas une invasion, c'est un changement démographique. Mais cela se produit sans aucun débat public sérieux, et encore moins sans stratégie nationale pour le gérer. Et c'est ici que les implications militaires deviennent impossibles à ignorer. Une Espagne avec une importante population musulmane non assimilée est une Espagne où le recrutement dans les forces armées devient de plus en plus difficile. L'armée de Sich a déjà du mal à atteindre ses objectifs en matière d'effectifs, le recrutement des jeunes siert stagnant. Pendant ce temps, le nombre de soldats musulmans dans l'armée Sich augmente, tout comme les tensions. En 2020, un soldat musulman a été traduit en cour martiale pour avoir refusé de participer à un exercice de l'OTAN en Lettonie, invoquant des objections religieuses à combattre aux côtés de non-musulmans. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un signe des choses à venir. Si l'armée de Sich devient un microcosme des divisions plus larges du pays, sa capacité à fonctionner comme une force de combat cohérente sera compromise. Et c'est un problème pour l'OTAN, car l'Espagne n'est pas seulement un membre, c'est un nœud essentiel dans l'architecture de défense du sud de l'Alliance. Ensuite, il y a la question du Maroc. Pendant des décennies, l'Espagne a géré ses relations avec Rabat à travers un mélange d'incitations économiques et d'ambiguïté diplomatique. Mais cet équilibre devient insoutenable. La population du Maroc est jeune, en croissance et de plus en plus affirmée. Son PIB par habitant est encore inférieur à un tiers de celui de l'Espagne, mais son économie se diversifie et son armée se modernise avec l'aide des États-Unis, de la France et d'Israël. Plus important encore, le Maroc a une stratégie claire pour récupérer son rôle historique de puissance dominante en Méditerranée occidentale. Cela signifie que Ceuta et Melilla ne sont pas seulement des anachronismes coloniaux, ce sont des menaces existentielles pour la souveraineté marocaine. Et le Maroc n'attendra pas éternellement pour résoudre ce problème. La crise migratoire de 2021 à Ceuta a été un signal d'alarme. Lorsque le Maroc a brièvement ouvert ses frontières, des milliers de migrants, dont beaucoup de jeunes, de sexe masculin et originaires d'Afrique subsaharienne, ont afflué dans l'enclave de Sich. Le message était que le Maroc pouvait transformer les vulnérabilités démographiques de l'Espagne en une arme. Et si les divisions internes de l'Espagne s'accentuent, Rabat aura tout intérêt à le faire. Une Espagne qui ne peut pas contrôler ses frontières est une Espagne qui ne peut pas défendre son territoire. Et une Espagne qui ne peut pas défendre son territoire est une Espagne qui le perdra. Aujourd'hui, certains diront que je plaide pour un retour à un passé mythique, à une Espagne qui n'a jamais existé. Mais ce n'est pas le cas. Je prône le réalisme. L'Espagne du futur ne doit pas nécessairement être une monoculture, mais elle doit être une nation, une communauté politique avec des lois communes, des institutions communes et un engagement partagé pour sa propre survie. Pour le moment, ce n'est pas acquis. Et si l'Espagne ne commence pas à considérer ses défis démographiques et culturels comme des priorités de sécurité nationale, elle ne sera plus une nation pour très longtemps. L'Occident a passé les 30 dernières années à prétendre que les frontières n'ont pas d'importance, que la culture n'a pas d'importance, que l'identité n'a pas d'importance. Mais en géopolitique, tout compte. Et les pays qui ignorent cette réalité ne font pas que perdre, ils disparaissent. L'Espagne est à la croisée des chemins. Elle peut choisir d'être une nation, ou elle peut choisir d'être une post-nation. Mais ça ne peut pas être les deux. Et s'il choisit cette dernière option, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Madrid. Ils se feront sentir à Washington, à Bruxelles et dans toutes les capitales qui dépendent de l'ordre occidental.
parce que lorsque les empires perdent leur périphérie, ils ne se contentent pas de rétrécir, ils s'effondrent. Et l'Espagne est désormais la périphérie. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique interne de l'Espagne se fracture déjà le long des lignes de fracture que le Maroc et d'autres acteurs étudient. L'establishment madrilène a passé des décennies à prétendre que l'intégration était une voie à sens unique et que les millions d'immigrés musulmans arrivés depuis les années 1990 allaient simplement s'assimiler dans une Espagne laïque et post-nationale. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Selon l'Institut national des statistiques SICH, la population musulmane est passée de seulement 100 000 personnes en 1990 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit près de 5% de la population. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, les musulmans constituent déjà la majorité. En Catalogne, ce chiffre approche les 10%. Et ce ne sont pas seulement des statistiques abstraites. Ce sont des communautés avec leurs propres institutions, leurs propres revendications politiques, et surtout, leur propre vision de ce que devrait être l'Espagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole a passé les 2 dernières décennies à traiter l'immigration comme une question économique, un moyen de combler les pénuries de main-d'œuvre et de soutenir une population vieillissante. Mais l'immigration n'est pas seulement une question de démographie, c'est une question de pouvoir. Et le pouvoir, dans une démocratie, est une question de nombre. La gauche espagnole, en particulier le Parti socialiste et ses alliés de Podemos, considèrent depuis longtemps les électeurs musulmans comme une circonscription naturelle. Ils les ont courtisés en leur promettant une citoyenneté plus facile, davantage de mosquées et une plus grande reconnaissance culturelle. En 2019, le gouvernement dirigé par le PSOE a même proposé d'accorder le droit de vote aux immigrants non européens lors des élections locales, une mesure qui aurait donné aux communautés musulmanes encore plus de poids politique. La droite, quant à elle, est paralysée par la peur. Le Parti populaire a oscillé entre des discours durs sur l'immigration et un acquiescement discret, tandis que Vox, le seul grand parti disposé à affronter la question de front, a été diabolisé comme étant d'extrême droite et marginalisé. Voilà pourquoi l'establishment politique espagnol sombre dans un avenir où l'identité du pays est en jeu. Et plus il refuse de reconnaître le problème, plus il sera difficile à résoudre. Prenez les récents débats sur la Catalogne. Le mouvement indépendantiste a été présenté comme une question régionale, un affrontement entre Madrid et Barcelone. Mais ce qui est souvent négligé, c'est la manière dont les séparatistes catalans ont utilisé l'immigration comme une arme pour affaiblir l'Espagne. En 2017, lors du référendum illégal sur l'indépendance, le gouvernement catalan a activement encouragé les communautés musulmanes à voter, allant même jusqu'à imprimer les bulletins de vote en arabe. Le message était le suivant: si l'Espagne ne donne pas à la Catalogne ce qu'elle veut, la Catalogne trouvera de nouveaux alliés. Et ces alliés ne partageront pas nécessairement la vision de l'avenir de l'Espagne. Certains diront qu'il s'agit simplement d'une campagne alarmiste, que l'Espagne a toujours été un pays aux cultures diverses et qu'elle peut absorber ces changements sans perdre son identité. Mais c'est un non-sens anhistorique. L'âge d'or de l'Espagne, l'ère de la Reconquista, de l'Empire, de l'épanouissement culturel des XVIe et XVIIe siècles s'est construit sur une identité forte et centralisée. Le déclin de l'Espagne au XVIIIe et XIXe siècle a coïncidé avec l'érosion de cette identité, le régionalisme, l'influence étrangère et les divisions internes affaiblissant l'État. L'Espagne d'aujourd'hui répète ses erreurs. La différence est que cette fois, le défi ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Regardons à nouveau les chiffres. Selon une étude de 2022 de l'Institut Royal Elcano, près de 40% des musulmans d'Espagne s'identifient plus fortement à leur religion qu'à leur nationalité siche. Chez les jeunes générations, ce chiffre dépasse les 50%. Et si la plupart des musulmans d'Espagne sont pacifiques et respectueux des lois, on ne peut pas en dire autant des franges radicales. L'Espagne est une cible du terrorisme islamiste depuis les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes. Depuis lors, des dizaines de complots ont été déjoués, notamment un attentat à Barcelone en 2017 qui a fait 16 morts. Les services de renseignement SICH estiment qu'il y a actuellement plus de 1000 individus radicalisés dans le pays, et 5000 autres sont considérés comme à risque de radicalisation. Ce ne sont pas seulement des menaces abstraites. Ils constituent un défi direct à la sécurité et à la souveraineté de l'Espagne.
Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne? Le scénario le plus probable est une crise lente, dans laquelle les divisions politiques et culturelles du pays s'aggravent au fil du temps. La gauche continuera de faire pression pour plus d'immigration et plus de reconnaissance culturelle, tandis que la droite aura du mal à articuler une réponse cohérente. Le résultat sera une Espagne de plus en plus polarisée, de plus en plus instable et de plus en plus vulnérable aux pressions extérieures. Le Maroc, pour sa part, continuera d'exploiter ces divisions, en utilisant la migration, l'influence économique et même l'influence secrète pour façonner l'avenir de l'Espagne. Et si les dirigeants espagnols ne se réveillent pas rapidement, ils se retrouveront à la tête d'un pays qui ne se reconnaît plus. L'alternative est une Espagne qui réaffirme le contrôle de ses frontières, de sa culture et de son destin. Cela ne signifie pas un retour à un passé mythique. Cela signifie reconnaître qu'une nation est plus qu'un simple ensemble d'individus, c'est un projet partagé, une histoire partagée et un avenir partagé. Cela signifie faire respecter l'état de droit, intégrer les immigrés selon les conditions espagnoles et indiquer clairement que l'identité siche n'est pas négociable. Et cela signifie comprendre qu'en géopolitique, la faiblesse est une invitation au chaos. La question est de savoir si les dirigeants espagnols auront le courage de faire ce choix. Car s'ils ne le font pas, les conséquences ne se feront pas sentir qu'à Madrid. Ils se feront sentir dans toute l'Europe. L'Espagne est le canari dans la mine de charbon. S'il tombe, le reste du continent ne sera pas loin derrière. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le dilemme de l'Espagne ne concerne pas seulement l'immigration ou l'islam, il concerne la nature fondamentale de la gouvernance au XXIe siècle. Le discours de l'establishment, tant à Madrid qu'à Bruxelles, présente cela comme une simple question de tolérance contre l'intolérance, comme si les seuls choix étaient l'ouverture des frontières ou le fascisme. Mais c'est un faux binaire, et dangereux en plus. La vraie question est de savoir si l'Espagne peut réaffirmer sa souveraineté sans sombrer dans l'autoritarisme, et si elle peut intégrer sa population musulmane sans perdre son noyau culturel. Aucun des deux résultats n'est garanti et tous deux nécessitent un niveau de réflexion stratégique qui a été manifestement absent de la politique de Sich depuis des décennies. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Les élites européennes ont passé les 30 dernières années à prétendre que les frontières n'ont pas d'importance, que la culture est fluide et que la souveraineté est un concept dépassé. L'Union européenne, malgré tous ses discours d'unité, est devenue une machine à diluer les identités nationales au nom de l'efficacité économique. L'Espagne n'est que le dernier qu'atteste de cette expérience. Si Madrid ne peut pas contrôler ses propres frontières, si elle ne peut pas définir ce que signifie être Sich, alors l'ensemble du projet européen commence à ressembler à un château de cartes. Et ne vous y trompez pas, il y a des acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe, qui sont plus qu'heureux de voir cette maison s'effondrer. Prenez le Maroc, par exemple. Rabat joue depuis longtemps avec l'Espagne, et c'est une leçon de maître sur la façon dont les États les plus faibles peuvent peser dans la balance géopolitique. Depuis la Marche verte de 1975, lorsque le Maroc a effectivement annexé le Sahara occidental avec une invasion civile massive, l'Espagne est en retrait. La décision de Madrid d'abandonner son ancienne colonie était une erreur stratégique, que Rabat n'a cessé d'exploiter depuis. Aujourd'hui, le Maroc contrôle le flux de migrants vers l'Espagne, transformant le détroit de Gibraltar en une soupape de pression géopolitique. Lorsque l'Espagne met Rabat en colère en reconnaissant par exemple le front Polisario du Sahara occidental, le Maroc ouvre les vannes. Lorsque l'Espagne se met en marche, le flux ralentit. Il s'agit d'une forme de chantage grossière mais efficace, et qui fonctionne à chaque fois. Mais l'influence du Maroc ne s'arrête pas à la migration. Cela s'étend à l'énergie, au commerce et même à la lutte contre le terrorisme. L'Espagne importe près de 20% de son gaz naturel d'Algérie, mais le contrôle du Maroc sur le gazoduc Maghreb-Europe donne à Rabat un droit de veto sur cet approvisionnement. Lorsque l'Espagne a reconnu le Polisario en 2022, l'Algérie a interrompu ses exportations de gaz en représailles, laissant Madrid se démener pour trouver des alternatives. Le Maroc, quant à lui, s'est positionné comme un partenaire clé dans la transition énergétique de l'Europe, proposant des exportations d'énergie solaire et de minéraux de terres rares essentiels à la technologie verte. Le message est que l'Espagne peut soit respecter les règles de Rabat, soit être confrontée à l'étranglement économique. Ensuite, il y a l'aspect sécurité.
Le Maroc dispose de l'une des opérations antiterroristes les plus efficaces d'Afrique du Nord, et ce n'est pas un hasard si les services de renseignement espagnols s'appuient fortement sur la coopération de Rabat. Lorsque les autorités de Siche veulent traquer une cellule djihadiste ou intercepter un passeur de migrants, elles ont souvent besoin de l'aide du Maroc. Cela donne à Rabat une énorme influence sur la sécurité intérieure de l'Espagne. C'est une relation de dépendance mutuelle, mais elle est aussi profondément asymétrique. Le Maroc a besoin des liens économiques de l'Espagne, mais l'Espagne a bien plus besoin de la coopération du Maroc. Et Rabat le sait. Voilà pourquoi les dirigeants espagnols ont laissé cette dynamique s'envenimer parce qu'ils avaient trop peur pour y faire face. La gauche, en particulier, a été paralysée par une combinaison de dogmes idéologiques et de culpabilité historique. Le Parti socialiste ouvrier de Siche, dirigé par Pedro Sánchez, s'est mis en quatre pour accommoder le Maroc, même au détriment des propres intérêts de l'Espagne. En 2022, Sánchez a renversé des décennies de politique siche en approuvant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, une décision qui a rendu l'Algérie furieuse et a laissé l'Espagne comme faible et incohérente. La droite, quant à elle, a été trop occupée à dénoncer l'immigration pour proposer une alternative cohérente. Vox, le parti d'extrême droite montant, parle durement sur l'islam et les frontières, mais ses solutions sont souvent simplistes et contre-productives. Aucune des deux parties n'a de grande stratégie, et c'est la recette du désastre. Alors, quelles sont les options de l'Espagne ? La première est la voie de dérive la moins continue. L'Espagne pourrait continuer à s'en sortir, en acceptant davantage de migration, davantage de fragmentation culturelle et davantage d'influence marocaine. C'est le résultat par défaut si personne à Madrid n'a le courage de changer de cap. Le problème est que cette approche n'est pas durable. À un moment donné, les contradictions deviendront trop flagrantes pour être ignorées. Soit la population musulmane espagnole exigera plus de pouvoir politique, soit la population autochtone se révoltera contre ce qu'elle considère comme une érosion de son identité. Aucun des deux scénarios ne se termine bien. La deuxième option est un virage brutal vers l'assimilation. L'Espagne pourrait suivre le modèle français, en insistant pour que tous les immigrants adoptent la langue, la culture et les valeurs siches comme condition de citoyenneté. Cela signifierait réprimer les sociétés parallèles, imposer la laïcité dans l'espace public et faire comprendre que l'identité de l'Espagne n'est pas sujette à débat. Le défi ici est que l'approche française a donné des résultats mitigés. S'il a réussi à intégrer certains immigrants, il a également alimenté le ressentiment et la radicalisation chez d'autres. L'Espagne devra trouver un équilibre délicat, ferme sur l'intégration, mais pas autoritaire au point de pousser les musulmans dans les bras des extrémistes. La troisième option est celle qui consiste le plus à réaffirmer la souveraineté de Siche à travers un désengagement contrôlé. Cela signifierait réduire la dépendance à l'égard du Maroc, sécuriser les frontières et indiquer clairement que l'avenir de l'Espagne sera déterminé par Siar, et non par des acteurs extérieurs ou des tendances démographiques. Cela nécessiterait un investissement majeur dans la sécurité intérieure, une restructuration des chaînes d'approvisionnement énergétique espagnoles et une volonté d'affronter le Maroc si nécessaire. Cela signifierait également accepter une souffrance à court terme pour un gain à long terme. L'Espagne serait probablement confrontée aux représailles marocaines, à des perturbations économiques et à l'isolement diplomatique. Mais en fin de compte, cela pourrait être le seul moyen de préserver l'Espagne en tant qu'État-nation cohérent. Laissez-moi être, aucune de ces options n'est facile. Mais le statu quo est un désastre lent. L'Espagne sombre dans un avenir où elle cessera d'être une nation au sens strict du terme. La question est de savoir si ses dirigeants se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard. J'ai passé des années à étudier la manière dont les États font face à ce genre de défis existentiels. Ceux qui survivent sont ceux qui font des choix difficiles dès le début. Ceux qui échouent sont ceux qui attendent que la crise les frappe. L'Espagne n'en est encore qu'au premier stade de cette crise, mais la fenêtre d'action se referme. La prochaine décennie déterminera si l'Espagne restera une nation souveraine ou deviendra un État vassal du Maroc, de Bruxelles ou de ses propres divisions internes. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Si l'Espagne tombe, ce ne sera pas seulement une tragédie pour Siar. Ce sera un avertissement pour le reste de l'Europe. Car si un pays avec l'histoire, la culture et l'importance stratégique de l'Espagne ne peut pas tenir le coup, quel espoir y a-t-il pour le reste du continent ?
Le projet européen s'est construit sur l'idée que les nations pouvaient mettre en commun leur souveraineté sans perdre leur identité. L'Espagne prouve que cette idée est un mythe. Et si les dirigeants européens n'y prêtent pas attention, ils se retrouveront bientôt à la tête d'un continent qui ne sait plus ce qu'il est.